Les centrifugeuses iraniennes auront donc officiellement été gelées pendant 4 ans. Première cible par Téhéran pour enfreindre un peu plus l'accord de Vienne, le site souterrain de Fordo. Une annonce qui relance aussitôt la possibilité de frappes préventives israéliennes, américaines, voire les deux, contre les sites nucléaires iraniens. Un coup de poker de Téhéran qui pourrait mettre toute la région au tapis. Nous en parlerons dans un instant avec deux invités exceptionnels. Les deux derniers pilotes de chasse de l'armée impériale du Shah à avoir fui le pays à l'arrivée de Khomeini et le lancement de sa révolution islamique qui s'étend aujourd'hui 40 ans plus tard, bien au-delà de ses frontières. Mais on commence avec l'une des menaces également proférées par et fomentées par l'Iran. Ces drones, ces mini-drones, ces drones d'attaque, ces drones de surveillance aux mains aujourd'hui des Iraniens, des milices chiites de la région, mais également du Hezbollah. Regardez et on en parle juste après avec notre invité. Certaines armes changent en profondeur la façon de faire la guerre. Après la poudre, les armes à feu et l'arme atomique, voici les drones. Quasi absents des terrains de combat au début des années 2000, ces appareils sans pilote sont devenus, avec les guerres en Irak et en Afghanistan, une pièce centrale du jeu militaire. Lutte contre le terrorisme, reconnaissance visuelle, déminage, prise de renseignements, etc. Ils sont polyvalents, précieux, pas si chers à fabriquer et permettent de surcroît de ne pas exposer les pilotes. Les Américains qui les utilisent depuis 2001 possèdent une flotte de plus de 8000 drones. Les Israéliens aussi sont à la pointe du progrès. En ce moment même, la guerre en Syrie et en Libye se joue aussi par drones interposés. Si le poids de ce qu'ils peuvent emporter est limité, ils ont déjà été utilisés par Daesh pour acheminer des explosifs. Et en France, les drones de combat seront d'ailleurs équipés de bombes d'ici la fin 2019. Leur potentiel comme arme d'assassinat politique est lui aussi bien réel. Recep Tayyip Erdogan et Nicolas Maduro ont été victimes de tentatives d'attentats par drones interposés. Et l'avenir pourrait nous mener plus loin, vers les essaims de mini, voire de nanodrones, comme en Arabie Saoudite contre les pétroliers saoudiens. Seule ligne rouge aujourd'hui, les drones offensifs ne choisissent pas leur cible eux-mêmes, mais la capacité est là. Heureusement, les essaims de drones n'ont pas que des usages guerriers. Ils révolutionnent son et lumière et spectacles pyrotechniques, font des miracles au cinéma, en photographie et même dans les livraisons express. Habituez-vous à leur bourdonnement, les drones font désormais partie de nos vies. J'accueille sur ce plateau le directeur adjoint de la société ORAD et lieutenant-colonel également au sein de la défense anti-aérienne. On va parler avec vous, bonsoir Yossi Goffer, du danger de plus en plus concret des drones de surveillance et d'attaque aux mains du Hamas, du Hezbollah et autres groupes terroristes. Alors vous affirmez d'ailleurs disposer d'un système qui est capable de repérer à plus de 3,5 km de distance des drones. Comment ça marche ? Oui, le système que nous avons développé avec la MC-Tech israélienne, c'est un système qui permet effectivement de repérer les drones dans un périmètre défini et qui est capable de les neutraliser. Lorsqu'il s'agit, étant donné que le drone est un appareil très petit et il est très difficile de le repérer à l'œil nu. Il est indétectable à l'œil nu à plus de 200 ou 300 mètres. Et au moyen d'un radar qui permet de le détecter à plus de 5 km, ce qui est très important lorsqu'on parle d'un drone, et d'autres moyens tactiques que l'on peut déployer immédiatement sur le terrain, eh bien, nous pouvons développer, repérer des drones dans un périmètre de 2 km. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, alors vous les repérez certes, mais est-ce que vous avez la capacité aussi de les neutraliser ou voire de les abattre, ces drones ? Oui, évidemment, nous commençons par les repérer au moyen d'une caméra micro-optique. Et à partir du moment où le drone s'infiltre dans le périmètre défendu, eh bien, nous brouillons le lien
qui l'unit avec son opérateur, ou bien nous sommes capables de l'abattre par d'autres moyens, par des moyens militaires ou par des armements civils. Donc pour répondre à votre question, évidemment, nous ne faisons pas que repérer les drones, nous sommes capables également de l'abattre, soit par les armes, soit en brouillant donc les communications. J'aimerais vous montrer, Yossi Goffer, un extrait d'un film qui s'intitule La chute du président. J'aimerais vous le montrer et ensuite vous poser la question. Regardez. C'est quoi ça? Des chauves-souris? Des drones! Des drones! Bougez pas! Ils arrivent sur toi, Marc! Jette-le à l'eau! Allez! Faut qu'on plonge, monsieur! Aspirez! Yossi Goffer, c'est un scénario qui vous semble réaliste. Il y aura 3 questions en une. D'une, est-ce que le scénario est réaliste? De 2, est-ce que le Hamas et le Hezbollah disposent de telles armes? 3, est-ce que vous, votre société, et plus généralement Israël, est capable de les arrêter? Ce n'est évidemment pas un scénario éloigné de la réalité. C'est effectivement un film, et le film est basé sur des réalités. Et tout cela n'est pas de la fiction. Le plus grand danger, comme je l'ai dit au début, d'abord c'est que le drone est une arme que l'on peut acquérir facilement. Le coût est très peu élevé, même les drones professionnels sont relativement d'un coût peu élevé. C'est un outil très technologique qui transforme finalement ce drone en une arme particulièrement dangereuse. Les drones offensifs sont légion, on le voit dans le film, et c'est aussi le cas de la réalité. L'organisation de l'État islamique, le Hezbollah, le Hamas utilisent ce type de drones. On les a vus les utiliser notamment à la frontière irako-iranienne ou irako-syrienne. En Arabie Saoudite, nous pouvons dire, en tout cas, compte tenu de ce qui a été publié dans la presse, que l'attaque contre l'Arabie Saoudite, les sites pétroliers de l'Arabie Saoudite ont été perpétrés par des drones offensifs. Donc oui, pour répondre à votre question, ce scénario est un scénario probable. Et secondo, nous avons les solutions pour bien déjouer ce genre d'attaque. Nous pouvons déployer à tout moment des systèmes anti-aériens, anti-drones qui permet de verrouiller presque hermétiquement l'espace aérien attaqué et éviter l'infiltration de drones dans la zone défendue. Et on ne peut pas évidemment programmer ce genre de défense. Ça sera ma dernière question, Yossi Goffer. J'ai assisté à plusieurs briefings sécuritaires qui m'ont confirmé que quelque chose de grave allait avoir lieu prochainement, très prochainement même. Sans entrer dans les détails parce que vous ne le pouvez pas, est-ce qu'on parle de quelque chose de grave, de missiles ou d'attaque éventuellement de ce type de drone? Je suis, comme vous, je m'informe auprès des grands médias. Ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, nos ennemis disposent d'un dispositif de drones offensifs. Donc la menace est une menace qui peut prendre la forme d'une attaque balistique au moyen de missiles, que ce soit du sud d'Israël ou du nord d'Israël. Le danger existe, il est connu. Est-ce qu'il existe des solutions? Si vous me posez la question, je crois que la défense antiaérienne israélienne est prête à faire face à ce type de menaces, et l'armée israélienne a les moyens technologiques de faire face à ce type de danger. Merci beaucoup. Un domaine extrêmement large de votre connaissance et de votre expertise. Merci beaucoup, Yossi Goffer. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la société ORAD, qui est spécialisée dans la détection et dans le brouillage et surtout la neutralisation des drones. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et
Et j'en parlais dans le sommaire, nous parlons de l'Iran qui va enrichir et qui commence déjà l'enrichissement de l'uranium à 5% de son usine de Fordo, Océane Nicole. De quoi s'agit-il exactement? Exactement, Mathias. Eh bien, au total, 1044 centrifugeuses de première génération sont actuellement stockées dans cette usine Fordo. Elle se situe à environ 180 km au sud de la capitale iranienne. Et c'est donc cette usine qui va enrichir de l'uranium, et ce à 5%. C'est donc la confirmation que le régime des Mollahs s'éloigne encore plus de ses engagements pris à Vienne lors de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. C'était en 2015 et c'est évidemment un nouvel affront face à la communauté internationale, mais ça ne semble pas vraiment déranger le président iranien. On l'écoute. Nous connaissons leur sensibilité face à Fordo et ses centrifugeuses, mais en même temps, lorsqu'ils auront respecté leurs engagements, nous cesserons d'injecter les gaz et aucun gaz ne sera de nouveau injecté dans ces centrifugeuses. Et cette décision, on l'imagine, a fait évidemment réagir, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis, mais il y a aussi Israël qui, par Benjamin Netanyahou, lance une menace à peine voilée en direction de l'Iran. Écoutez. L'Iran est de plus en plus agressif, il veut menacer Israël et le détruire. Nous allons riposter et l'Iran ne sera jamais en mesure d'achever le développement de l'arme nucléaire, non seulement pour la sécurité d'Israël et son avenir, mais également pour la sécurité mondiale. Téhéran veut nous exterminer, nous ne lui permettrons pas de développer des armes nucléaires. Et Océane, Benjamin Netanyahou qui parle de l'Iran actuel. Il y a l'Iran du passé également, celle qui, au cours de la révolution islamique en 1979, avait lancé des étudiants véritablement prendre d'assaut l'ambassade américaine. C'était il y a 40 ans exactement. Exactement, Mathias. Et la principale cause de cette crise, c'était le soupçon d'espionnage des autorités iraniennes à l'égard donc de l'ambassade des États-Unis. C'était donc le 4 novembre 1979. Une centaine d'étudiants iraniens, 400 précisément, prennent en otage des diplomates mais aussi des employés de cette ambassade des États-Unis qui se situe à Téhéran. Et en échange de la libération de ces otages, les autorités iraniennes réclament notamment que les États-Unis leur livrent le Shah. Actuellement, il y séjournait afin qu'il soit jugé. Cette prise d'otage, elle durera 444 jours et c'est donc ça qui a rompu un petit peu définitivement les relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis. Bien, merci Océane, vous me permettez de présenter l'interview qui va arriver. Restez avec nous, je l'ai réalisée il y a quelques jours avec deux invités exceptionnels, deux anciens pilotes de l'armée de l'air impériale du Shah. Regardez. Et pendant que l'Iran d'aujourd'hui, celle de la République islamique, menace et finalement menace de rayer parfois Israël de la carte. Nous avons deux témoins de l'histoire, ceux qui ont connu le Shah, le précédent leader de l'Iran, l'Iran parfois que certains nomment l'Iran libre. Deux témoins de l'histoire tout simplement parce qu'ils font partie des derniers pilotes de chasse du Shah, de l'armée de l'air impériale du Shah, à avoir quitté l'Iran au moment où Ruhollah Khomeini, le père spirituel de cette révolution islamique, est arrivé et plutôt est retourné en Iran. Première question pour vous, Major Darouche Kheikha. Racontez-nous les derniers instants au moment, finalement, vous êtes pilote de chasse, où le Shah s'en va et finalement arrive en Iran l'ayatollah Khomeini. Well, it was for me a disaster. Ayatollah Khomeini brought all. Pour moi, ça a été un véritable désastre. L'ayatollah Khomeini n'a apporté que des mauvaises choses en Iran. Il n'avait pas les capacités ni l'instruction requise et il n'était pas en accord avec l'ordre du monde. Il a ramené le pays plusieurs siècles en arrière et lui a fait beaucoup de mal. Notre armée de l'air comptait 97 000 personnes. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 47 000. Et après cette décision, la guerre a éclaté. Il ne savait pas comment diriger le pays. Il ne savait pas comment s'y prendre. Mais le peuple, malheureusement, croyait en l'ayatollah, surtout à cause de la religion. Le peuple croyait qu'il pourrait voter librement, qu'il aurait un accès gratuit à l'eau, à l'électricité, au transport en bus. Mais il n'a rien fait de tout ça. Qu'est-ce qui se passe, Major Farhad, dans votre tête, au moment où vous êtes pilote de chasse et finalement tout s'écroule, tout ce en quoi vous croyez s'écroule? Racontez-nous.
C'était le chaos, tout était sans dessus-dessous, plus rien n'était à sa place. Des individus sans qualification occupaient des postes de premier plan, et les officiers qualifiés étaient renvoyés du service. Le résultat était tout simplement désastreux. Il y avait un véritable danger pour le pays, mais Dieu merci, personne ne nous a attaqués à ce moment-là. Major Darouche, vous avez emporté le dernier avion de l'armée impériale d'Iran en dehors du pays, en direction de l'Égypte. Racontez-nous. Well, there's a history, behind that. Il y a une histoire derrière cet événement. J'étais en prison et j'étais condamné à être exécuté. Mais parce que c'était la guerre, ils m'ont laissé sortir. Sauf que j'ai compris qu'ils comptaient m'arrêter une nouvelle fois et qu'ils me tueraient ou me pendraient ensuite. J'ai donc décidé de m'enfuir. Mais c'était très compliqué de le faire car c'était la guerre. Et puis j'avais une famille, j'avais une femme et 2 enfants. Donc j'ai pris la décision de quitter le pays et d'accomplir l'une de mes dernières missions en tant que pilote de chasse. J'ai quitté le pays en passant par le sud de l'Iran, le golfe Persique, l'Arabie Saoudite et puis finalement, je suis arrivé en territoire égyptien. J'ai atterri le 25 juillet au Caire. 25th July 1981, I landed in Cairo. Major Farhad, quand vous entendez Qassem Soleimani, le chef des forces Al-Quds, qui dit « il faut rayer Israël de la carte », qu'est-ce que vous avez à lui répondre? C'est ce qu'il souhaite, c'est son vœu, tout simplement. Mais c'est facile de parler, les mots n'engagent à rien. Ce sont les actes qui comptent. Les Iraniens répètent cela depuis le début, il n'y a rien de nouveau. Depuis la naissance de la République islamique, ils ont toujours scandé « mort à Israël ». Ce que dit Soleimani n'est pas nouveau. Il ne fait que répéter ce qui se dit depuis ces 40 dernières années. Est-ce que vous pensez que l'Iran est à ce point dangereux? Est-ce que l'Iran peut menacer clairement Israël ou les États-Unis de destruction, comme ils l'entendent? Pas dans une configuration de guerre classique, non. Mais de manière indirecte, oui, c'est possible. C'est-à-dire? Par le biais d'actions terroristes, par exemple, si des kamikazes se font exploser au milieu des gens et tuent des victimes innocentes, des enfants, des femmes, des hommes. Pour eux, la vie humaine n'a pas une si grande valeur. Peu après la Révolution, un rapport a été fait à l'ayatollah dans lequel on lui expliquait que les gens instruits quittaient le pays. Nous étions une population de 35 millions de personnes. L'ayatollah a répondu qu'il fallait les tuer, qu'il n'avait besoin que de 10 millions de personnes. Ce qui veut dire qu'on peut facilement tuer, sacrifier 25 millions d'Iraniens. S'ils peuvent sans souci sacrifier 25 millions d'Iraniens, imaginez combien de personnes d'autres religions ils peuvent assassiner. Voilà le genre de personnes à qui on a affaire, voilà leur vrai visage. C'est-à-dire, Major Darouche, qu'aujourd'hui, il n'y a aucun espoir que le régime en Iran change? Il y a de l'espoir, pourquoi pas, mais nous devons y travailler. Actuellement, les Iraniens haïssent le régime et essaient de s'en sortir. Mais pour cela, il faut une organisation pour construire un avenir meilleur. Nous devons nous organiser pour bâtir cette organisation et nous le ferons. Nous en sommes capables. Je ne perds pas espoir. Vous pensez à un coup d'État? Je n'appellerai pas ça un coup d'État, car ils ont l'artillerie et des armes, ils ont tout entre les mains. Ils sont environ 10 millions. La population iranienne compte environ 80 millions de personnes. Donc 10 millions face à 70 millions, ils ne peuvent pas le faire, ils n'y arriveront pas. Pourquoi vous êtes en Israël aujourd'hui? Premièrement, parce que je voulais vérifier de mes propres yeux si ce qu'on m'avait dit sur Israël était vrai. Et en arrivant sur place, je me suis rendu compte que non seulement ce n'était pas vrai, mais que c'était tout le contraire. Ici, on sent qu'on est véritablement en sécurité. On sent qu'on est dans un État véritablement démocratique. On le voit, on le sent, on le ressent quand on se promène au marché, dans la rue. Personne ne dit rien si on porte un hijab ou si on n'en porte pas, si on porte un short ou une cravate. Je sens qu'il y a un mouvement dans le monde contre Israël, un mouvement qui propage une image très négative d'Israël. Et malheureusement, je n'ai vu aucune réaction, aucune réponse à ce mouvement pour rétablir la vérité. Nous sommes venus ici, nous avons constaté que ce n'est pas vrai. Mais il y a des millions de personnes à convaincre et à qui il faut dire qu'Israël, ce n'est pas ce qu'ils voient et entendent dans les journaux et à la télévision.
Jordan Rouch, en un mot, est-ce que vous rêvez un jour de cette relation d'amitié entre l'Iran et Israël, relation d'amitié historique, diplomatique et politique? Entre l'Iran et Israël, oui, c'est vraiment important, mais malheureusement, je sais qu'il n'y a pas de connexion. Malgré ça, nous espérons qu'à l'avenir, l'Iran sera libéré et qu'elle aura de bonnes relations avec Israël. D'un point de vue stratégique et politique, l'Iran et Israël partagent les mêmes objectifs. Et il serait bon qu'ils coopèrent. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes les témoins vivants finalement des dernières heures du régime du Shah. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous étiez donc deux pilotes de chasse de l'armée de l'ère impériale qui ont vécu les derniers moments du Shah et ensuite l'arrivée au pouvoir, l'ayatollah Khomeini. Merci d'avoir été avec nous messieurs. Et notre troisième invité, Eddie Cohen, bonjour. On parle avec vous, vous êtes orientaliste et vous venez originellement du Liban. On parle avec vous des manifestations justement au pays du Cèdre, mais pas seulement. Alors les vidéos qui circulent sur la toile montrent de plus en plus des violences des hommes du Hezbollah à l'encontre des manifestants où armés de matraques, armés de barres de fer, ils cassent des bras, ils cassent des jambes. Et pourtant, visiblement, cela n'émeut quasiment personne. Pourquoi, Eddie Cohen ? Tout d'abord, il y a eu plusieurs incidents, c'est vrai, mais ce n'est pas uniquement le Hezbollah. Il y a le mouvement chiite aussi, Amal, et il y a plein de voyous. Ils frappent les gens et quand ils s'approchent dans la maison des députés chiites. Ces gens-là, ils gardent les politiciens. Mais on entend de temps en temps des journalistes qui critiquent ces voyous, mais ce n'est pas le Hezbollah officiellement qui fait ça. Le Hezbollah, maintenant, il attend patiemment, il veut voir ce qui se passe, il voit qu'il y en a moins de manifestants, il veut laisser aller, il ne veut pas encourager la violence. Alors, on ne peut pas trop en dire, vous êtes de manière quotidienne en relation avec certaines sources au Liban et à Beyrouth même. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que finalement on a l'impression, parce qu'à vous écouter, que la lutte s'essouffle? Est-ce qu'il y a une véritablement lutte de pouvoir au Liban qui est en train de se passer là actuellement? Les manifestants, ils sont très furieux. Ils exigent que tous les politiciens démissionnent. Hariri a démissionné, le Premier ministre, il y a encore le président, les ministres et les députés. Les manifestants exigent d'enlever le secret bancaire des comptes de tous ces politiciens. Les manifestants, ils croient que tous ces politiciens sont corrompus, ils ont volé de l'argent et ils doivent être en justice. Et toutes ces manifestations, ça ne va pas se calmer. Et ils veulent aussi des élections. Calmer, mais en même temps, vous dites que ça s'essouffle, c'est-à-dire? Et après la démission de Hariri, les manifestants, ils sont très fatigués. Ça fait 2 semaines et demie qu'ils sont dans la rue. Ils prennent maintenant, ils se reposent pour repartir et pour mieux sauter, comme on dit. Ils ne veulent pas. Les Libanais, ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol du système, le système confessionnel et libanais. Ils en ont ras-le-bol des politiciens qui volent. Et là-bas, au Liban, il y a 128 comment ça non, 128 parlements. Députés. Députés. Et tous ces députés, ils ont des business, ils ont des hôtels, ils ont des restaurants. Ils sont presque tous corrompus. Il n'y a pas de séparation entre le pouvoir et l'argent. Alors ça, on voit l'influence bien évidemment de l'Iran et du Hezbollah à l'intérieur du Liban. Ce que je voudrais vous montrer également, c'est ces images. Regardez-les, des manifestations violentes en Irak. On y voit des hommes, tout simplement, détrôner le drapeau iranien du consulat à Kerbala en Irak. Et surtout, ce qui m'a surpris, ce sont ces militaires, vous les voyez, irakiens, qui regardent la scène sans rien faire. Est-ce que, Eddie Cohen, est-ce que l'Iran s'est trompé de stratégie en Irak? L'Iran, oui, elle s'est trompée parce qu'ils ont étouffé la population. Ils ont volé, ils n'arrêtent pas de voler. Et la Syrie, le Liban, l'Irak, le pétrole irakien. L'Irak, c'est un des plus riches pays du monde. Et ils n'ont pas même de l'eau potable. Ils n'ont pas d'électricité.
Les Iraniens ont tout volé. Et c'est un homme qui est pointé du doigt, vous allez l'entendre. Moi, ça m'a surpris. Vous, visiblement, en Rontel, vous m'avez dit que non. Un manifestant qui s'en prend frontalement à Qassem Soleimani, le chef des forces Al-Quds. Écoutez-le. Qassem Soleimani, nous savons que tes hommes sont ici et vont nous chercher et nous tuer, nous éliminer dans une semaine, dans un mois, dans une année. Quel kiff de mourir pour l'Irak. Qassem, écoute, l'Irak est un pays arabe. L'Irak est aux Irakiens. Le pays fait partie intégrante de la nation arabe. Tu es ici une personne non grata. Ça sera ma dernière question, Eddie Cohen. C'est une jeunesse qui est anti-iranienne en Irak, au Liban. Pourtant, elle va rester anti-israélienne. Oui, ça n'a rien à rapport. L'Iran, maintenant, c'est leur ennemi. Mais de plus en plus, tous ces gens-là, ils savent bien maintenant que les Iraniens, c'est l'ennemi. L'Iranien est l'ennemi. Israël, c'est un autre sujet. Israël ne vole pas l'Irak. Israël ne tue pas les Irakiens. Mais Israël reste l'ennemi. Oui, parce que c'est grâce à cause de lavage de cerveau pendant 40 ans. Israël, c'est l'ennemi. Les Juifs, c'est des démons. Etc., etc. Et vous voyez ce qui se passe en Irak. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Ils n'ont pas peur, les Irakiens. Ils sont prêts à mourir. Ils n'ont rien à perdre. Merci. Merci, Eddie Cohen. Vous reviendrez en plateau parce que c'est extrêmement intéressant de lire entre les lignes et lire entre les images que l'on voit au quotidien au Liban et en Irak. Merci, Eddie Cohen. Cette émission est terminée. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine, même heure, même plateau, Défense.